Imaginez la scène la plus humiliante, la plus déchirante et la plus honteuse de toute notre histoire navale, le moment exact où la fierté de la France s'apprête à sombrer dans les eaux sombres de la Méditerranée sans même avoir tiré un seul coup de canon sur l'ennemi qui vient l'assassiner. Bienvenue dans ma bibliothèque, mes amis, asseyez-vous et préparez-vous à frissonner, car aujourd'hui nous allons revivre ensemble l'acte de rébellion le plus spectaculaire, le plus suicidaire et le plus glorieux de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire incroyable d'un équipage de têtes brûlées qui a regardé la mort et le déshonneur en face, et qui a simplement répondu « Allez au diable ». Nous sommes à l'aube blassante du 27 novembre 1942, et la situation est absolument apocalyptique pour notre pays, car Adolf Hitler, fou de rage après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, vient de rompre brutalement l'armistice et a ordonné à ses redoutables divisions blindées d'envahir la zone libre française avec un seul et unique objectif en tête, capturer intacte la surpuissante flotte de guerre française qui est paisiblement ancrée dans la rade de Toulon. Alors que les redoutables chars Panzers allemands défoncent les grilles de l'arsenal dans un fracas métallique terrifiant et que les commandos de la Wehrmacht courent sur les quais dans la brume matinale, l'ordre fatal, tragique et désespéré tombe enfin des hautes sphères de l'amirauté, sabordez tous les navires, détruisez tout, coulez nos propres cuirassés et nos croiseurs pour qu'ils ne tombent jamais entre les mains glacées du Troisième Reich. C'est une vision de cauchemar absolu, on raconte que des marins pleuraient de rage en ouvrant les vannes de leurs propres bâtiments, tandis que des explosions sourdes déchiraient le ventre de nos géants d'acier qui s'enfonçaient lentement, lamentablement, dans la vase du port sous le regard goguenard des Allemands qui n'avaient même pas eu besoin de combattre pour anéantir notre puissance maritime. Mais au milieu de ce cimetière aquatique, de cette fumée noire étouffante et de cette soumission collective tragique, il y a un homme, un officier au regard d'acier et à la volonté de fer, le capitaine de frégate Jean Lherminier, commandant du sous-marin Casabianca, un gigantesque monstre d'acier de 1500 tonnes, qui refuse catégoriquement d'accepter cette fin misérable et déshonorante pour son équipage et son bâtiment. Lherminier est un marin de la vieille école, un patriote viscéral qui souffre d'ailleurs secrètement d'une grave maladie aux jambes qui le torture à chaque pas, mais son esprit est d'une clarté redoutable, il réunit ses officiers dans la coursive étroite et saturée de tension de son sous-marin, et alors que les balles allemandes commencent déjà à siffler sinistrement au-dessus de leur tête et à ricocher sur la coque épaisse du Casabianca, il leur annonce son intention totalement folle et suicidaire de désobéir aux ordres de sabordage de l'amirauté de Vichy, de larguer les amarres sur le champ et de forcer le blocus nazi pour rejoindre les forces alliées et continuer la guerre coûte que coûte. La légende murmure que pas un seul homme de l'équipage n'a hésité une seule seconde à suivre son commandant dans ce qui ressemblait pourtant à un aller simple direct pour l'enfer, car sortir de la rade de Toulon en ce matin de novembre relevait du miracle absolu, les passes étaient étroites, les eaux étaient littéralement infestées de mines magnétiques ultra-sensibles prêtes à pulvériser le moindre bout de métal, et surtout, les bombardiers de la Luftwaffe tournoyaient déjà dans le ciel clair, cherchant la moindre proie tentant de s'échapper du piège mortel. Les moteurs diesel massifs du Casabianca rugissent soudainement, crachant une épaisse fumée noire qui alerte immédiatement les troupes allemandes postées sur les quais, et sous un déluge de feu, sous les rafales de mitrailleuses et les tirs de canon légers qui grêlent le kiosque du sous-marin, le géant d'acier commence à s'éloigner lentement de son amarrage, glissant comme un fantôme rebelle au milieu des épaves en feu de ses anciens frères d'armes. Imaginez la tension insoutenable à l'intérieur du poste de commandement exigu, éclairé par la lueur blafarde des ampoules rouges, où les hommes retiennent littéralement leur souffle à chaque rotation des hélices, sachant pertinemment que le moindre faux mouvement de la barre, que la moindre erreur de calcul dans ces eaux peu profondes et jonchées d'obstacles sous-marins mortels signifierait une mort instantanée dans une boule de feu aveuglante et une tombe d'eau glacée pour les 85 sous-mariniers entassés dans ce tube de ferraille. Les sonars crépitent, annonçant la présence terrifiante des filets anti-sous-marins que les Allemands ont commencé à déployer à la hâte pour verrouiller hermétiquement la sortie du port, mais Lherminier, d'un calme olympien qui contraste violemment avec la tempête de feu qui fait rage à la surface, donne l'ordre d'augmenter la vitesse, pariant la vie de tout son équipage sur la puissance brute de ses moteurs et l'épaisseur de sa coque pour déchirer littéralement les obstacles ennemis avant que les avions allemands ne puissent ajuster leur visée fatale sur sa frêle silhouette qui n'a pas encore la profondeur nécessaire pour plonger en toute sécurité. Le Casabianca navigue à l'aveugle, frôlant les coques chavirées des autres navires français qui s'enfoncent dans des bruits de succion sinistres, et s'élance à corps perdu vers la haute mer, vers la liberté, devenant à cet instant précis l'unique symbole vivant d'une France qui refuse de se mettre à genoux, une cible solitaire et désespérée traquée par toute l'armée d'occupation. Plongé dans l'obscurité suffocante et moite de ce cercueil d'acier où l'air devient instantanément raréfié, saturé par l'odeur âcre de la sueur froide, de l'huile de moteur surchauffée et de la peur primale qui tenaille les entrailles de chaque marin enfermé dans le ventre du Casabianca. Alors que le sous-marin massif tente de s'arracher à la nasse de Toulon, la surface de l'eau bouillonne soudainement sous l'impact d'une grêle de balles traçantes allemandes qui viennent frapper le kiosque avec un fracas métallique terrifiant,
obligeant les derniers hommes d'équipage postés à l'extérieur à s'engouffrer précipitamment par l'écoutille principale avant de la verrouiller hermétiquement dans un bruit sourd qui résonne comme le couvercle d'un tombeau. La légende raconte que le commandant L'Herminier, le visage perlant de sueur mais l'œil brillant d'une détermination féroce, gardait les yeux rivés sur ses instruments de navigation primitifs, sachant pertinemment que le véritable enfer ne venait que de commencer, car pour atteindre les eaux profondes et salvatrices de la Méditerranée, il fallait impérativement traverser le tristement célèbre champ de mines magnétiques que la marine française avait elle-même posé pour protéger la Raque des incursions ennemies. C'est une roulette russe à l'échelle d'un bâtiment de 1500 tonnes, un jeu macabre où le moindre écart de trajectoire, la plus infime variation du champ magnétique de la coque en acier, suffirait à déclencher une explosion sous-marine titanesque capable de vaporiser le sous-marin et ses 85 hommes en une fraction de seconde, ne laissant remonter à la surface qu'une nappe de mazout irisé et quelques débris méconnaissables. Le silence à l'intérieur du poste de commandement est devenu absolu, lourd, presque religieux, brisé uniquement par le bourdonnement sourd des moteurs électriques et le cliquetis nerveux des aiguilles sur les cadrans de profondeur, chaque marin retenant littéralement son souffle en priant silencieusement, tendant l'oreille pour capter le frottement mortel d'un câble de mine contre la coque extérieure, un son cauchemardesque qui entrait les survivants jusqu'à la fin de leur jour. Soudain, l'opérateur sonar, le visage blême et les écouteurs plaqués contre ses oreilles, annonce d'une voix tremblante que le bruit caractéristique, strident et régulier des moteurs de bombardiers en piqué allemand de type Stuka et Junker 88 vient de déchirer le ciel au-dessus de leur tête, confirmant que la Luftwaffe a repéré leur sillage écumant et s'apprête à déverser un déluge de bombes perforantes pour couler ce rebelle insolent qui ose défier l'autorité d'Hitler. L'Herminier hurle alors l'ordre de plongée d'urgence, une manœuvre d'une violence inouïe où les barres de plongée sont poussées à fond, inclinant brutalement le nez du géant d'acier vers les abysses avec une telle inclinaison que les hommes doivent s'agripper frénétiquement à tout ce qu'ils trouvent pour ne pas être projetés violemment contre les cloisons d'acier glacé. L'eau s'engouffre dans les ballasts avec un rugissement assourdissant, et le Casabianca s'enfonce précipitamment dans l'obscurité protectrice de la mer, cherchant désespérément à gagner de la profondeur avant que les charges de profondeur allemandes ne viennent disloquer ses membrures, mais à peine le périscope a-t-il disparu sous les vagues que de gigantesques explosions se coulent tout autour d'eux, des ondes de choc colossales qui frappent la coque comme les coups de marteau d'un géant. En colère, faisant vaciller l'éclairage de secours et projetant une pluie d'étincelles et de verre brisés dans les coursives exiguës. On murmure que sous la violence inouïe de ce pilonnage aérien, les rivets de la coque épaisse commençaient à gémir dangereusement, crachant de fins jets d'eau glaciale à haute pression qui glaçaient le sang des mécaniciens luttant dans la pénombre pour maintenir les moteurs en vie, tandis que l'aiguille du profondimètre chutait inexorablement vers des profondeurs critiques que le bâtiment n'était même pas censé atteindre en temps de paix. À 60 mètres, puis 80, puis 100 mètres de profondeur, la pression de l'eau devient écrasante, menaçant à chaque seconde d'écraser le sous-marin comme une vulgaire canette de fer blanc, mais l'Herminier, impassible et stoïque au milieu du chaos, refuse de faire surface et de se rendre, ordonnant le silence absolu à bord, exigeant l'arrêt total des moteurs et de tout appareil bruyant, plongeant l'équipage dans des ténèbres glaciales et silencieuses où seul le bruit sinistre du métal qui craque sous la pression de l'océan vient rappeler à ces 85 condamnés à mort qu'ils sont suspendus à un fil invisible entre l'héroïsme absolu et une fin effroyable. Ils restent tapis dans l'ombre, immobiles, étouffant sous le manque d'oxygène qui commence lentement à empoisonner l'air confiné, écoutant les hélices des navires patrouilleurs allemands qui ratissent furieusement la surface juste au-dessus d'eux, cherchant désespérément la moindre bulle d'air, le moindre bruit de clés anglaises tombant sur le pont pour larguer leur charge mortelle et achever le travail, une agonie mentale insoutenable qui va durer des heures interminables, forgeant dans les entrailles de la Méditerranée l'un des actes de résistance les plus fous de la Seconde Guerre mondiale. Après des heures d'une agonie silencieuse, de manque d'oxygène atroce et d'une tension psychologique à broyer l'âme, lorsque le bruit des hélices des patrouilleurs allemands finit par s'estomper dans le lointain absolu des abysses, le commandant L'Herminier, d'une voix rauque et épuisée, donne enfin l'ordre tant espéré de purger les ballasts et de remonter vers la surface, vers la vie, vers la lumière des étoiles de la Méditerranée qui scintille sur le kiosque cabossé de son sous-marin. Invaincu. Le Casabianca jaillit des eaux sombres comme un léviathan d'acier ressuscité des enfers, ses moteurs diesel crachent à nouveau leur fumée noire victorieuse, et le géant blessé mais libre met le cap plein sud vers l'Algérie, vers le port d'Alger où les forces alliées britanniques et américaines viennent tout juste de débarquer, devenant ainsi l'incarnation vivante, frémissante et indestructible de la résistance française sur les mers. Imaginez le choc, la stupeur et l'admiration incommensurables des marins alliés lorsqu'ils voient soudainement émerger à l'horizon la silhouette massive et menaçante de ce sous-marin battant pavillon tricolore, l'un des très rares navires de guerre français à avoir eu le cran monumental, la folie suicidaire de dire non à l'armistice, d'échapper au suicide collectif de Toulon pour venir offrir ses tubes lance-torpilles et la bravoure de ses 85 membres d'équipage à la cause du monde. Libre.
Mais l'histoire mythique du Casabianca ne faisait que commencer, car loin de se reposer sur ses lauriers dans le port d'Alger, ce monstre des mers va devenir la terreur absolue de la marine allemande et italienne, se transformant en un véritable vaisseau fantôme qui frappe là où on l'attend le moins, coulant des cargos ennemis et harcelant les convois de l'Axe avec une sauvagerie vengeresse qui forge sa légende noire auprès de l'état-major hitlérien. La consécration absolue, l'acte de bravoure qui fera entrer le Casabianca dans les manuels de l'histoire militaire mondiale, se déroule en septembre 1943, lorsque ce sous-marin de 1500 tonnes réussit l'exploit hallucinant de débarquer clandestinement, en pleine nuit et par une mer démontée, plus d'une centaine de soldats d'élite du redoutable bataillon de choc sur les plages rocheuses de la Corse, déclenchant ainsi l'insurrection populaire et armée qui libéra l'île de Beauté, faisant de la Corse le tout premier département français officiellement libéré du joug fasciste. On raconte que lors de ces missions secrètes d'une dangerosité extrême, le commandant L'Herminier souffrait d'une thrombose si douloureuse à ses deux jambes qu'il refusait de descendre de son poste de commandement, dirigeant les opérations assis ou soutenu par ses hommes, prouvant que son esprit indomptable était infiniment plus fort que la chair meurtrie, un courage surhumain qui le conduira hélas à subir l'amputation de ses deux membres peu après la guerre, mais sans jamais, au grand jamais, regretter d'avoir désobéi aux ordres lâches de Vichy pour sauver l'honneur de la marine nationale. Le Casabianca n'était plus seulement un assemblage de tôles d'acier et de moteurs bruyants, il était devenu le cœur battant d'une nation qui refusait de mourir, le symbole éclatant que la discipline militaire ne doit jamais aveugler le devoir moral et le patriotisme véritable. Aujourd'hui, en contemplant la maquette de ce submersible légendaire dans la pénombre de ma bibliothèque, je ne peux m'empêcher de ressentir une colère froide en constatant à quel point cette épopée titanesque est sous-représentée dans notre culture populaire, noyée sous les flots de superproductions américaines qui monopolisent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi, mes chers amis, il est temps de faire trembler l'algorithme et de réveiller la fierté française en répondant à cette question fondamentale qui me brûle les lèvres et qui doit enflammer notre espace de discussion. Selon vous, l'équipage du Casabianca qui a désobéi aux ordres officiels pour sauver l'honneur de la France est-il le seul véritable héros de Toulon? Et que pensez-vous de ces autres amiraux qui ont préféré couler bêtement leur propre flotte plutôt que de rejoindre le combat aux côtés des Alliés? Le tribunal implacable de l'histoire est officiellement ouvert dans la section des commentaires ci-dessous. J'attends vos avis tranchés, vos cris du cœur et votre indignation légitime avec la plus grande impatience. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour rendre un hommage retentissant à ces marins d'exception, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets les plus glorieux et les plus sombres de notre passé.